avoir les différentes phases, étapes à vrai dire, pour l'exploitation d'un buffer overflow. Bon, c'était purement théorique, c'était barbant pour vous, ennuyeux, vous n'avez pas compris grand-chose, je le conçois. Donc, on va avancer un peu dans le cours. Ensuite, on va faire des démonstrations pratiques pour voir un peu comment exploiter ce buffer overflow. Donc, il ne nous reste pas beaucoup à faire dans le cours, pratiquement 9 diapos. On va essayer de les faire finir rapidement. Passer à la partie pratique. Durant le TP, on va finaliser ce qu'on a à faire en matière d'injection SQL. Ensuite, TP et cours seront consacrés à la partie pratique relative au buffer overflow. Dès qu'on va la finir, on va essayer de basculer rapidement vers autre chose, vers une prochaine partie de notre cours. Alors, la dernière fois, on avait parlé du script. Je vous ai montré le script qui va permettre l'exécution des données qui va s'exécuter, à travers lequel on va transmettre un pattern vers le serveur pour créer un débordement de pile. Donc, c'est le script à peu près que vous allez apprendre par la suite à faire vous-même, qui va vous permettre d'injecter le shellcode. Donc, c'est un script. Ne vous inquiétez pas pour ce que vous voyez à l'écran. C'est des choses que vous allez apprendre par la suite à faire par vous-même. Donc, là, vous remarquerez qu'au niveau, bon, c'est un peu flou, au niveau du registre IP, il y a des valeurs 44 qui correspondent au code ASCII de la lettre A. Pourquoi? Parce que notre script, si vous remarquez à ce niveau-là, bon, là c'est des C, bon, c'est pas le bon script que j'ai pris. Là, c'est des C qu'on a envoyé, donc on a saturé avec des C, et au niveau du registre IP, on a mis des D. Bon, là, ah oui, c'est le 44, c'est le D. C'est pas le 41. Donc là, vous remarquerez que les dés sont arrivés vers le registre IP. Donc, on a su quelle est la valeur exacte avec laquelle on doit écraser notre registre IP. Donc, maintenant, l'exploitation et l'identification des bit child. Donc, il faut savoir que un bit... Alors, est-ce que vous avez une idée sur c'est quoi un bit child? Je pense que quelqu'un a déjà répondu. Est-ce qu'on a déjà parlé des bit child ou pas encore? Non, d'accord. Alors, qui sait c'est quoi un bit child? Un mauvais caractère. Alors, Delia, est-ce que ça vous dit quelque chose un bit child? Vous qui êtes une bête girl. Ah non, non, tiens, elle n'est même pas là. Ah si, elle est là. Alors, vous avez proposé un truc faux. D'accord. Alors, il faut savoir qu'un bit child, tout simplement, c'est un caractère qui va perturber le fonctionnement de votre shellcode. Généralement, un bit child, c'est ce qu'on appelle des caractères de terminaison. Donc, leur rôle, c'est quoi? Généralement, comment on les appelle? Les développeurs vont essayer de mettre ça dans leur code pour faire en sorte à ignorer certaines parties de votre shellcode dans le cas où vous allez injecter un shellcode. Donc, c'est des caractères qui vont être injectés dans le flux d'informations, ou bien c'est des caractères qui sont déjà présents dans la pile mémoire et qui vont faire, en quelque sorte, c'est une technique qui permet de lutter contre le buffer overflow. Parce que si vous injectez un shellcode et qu'il y a un bit child, il va y avoir tout simplement une interruption de la lecture du flux de votre shellcode. Donc, au lieu de l'exécuter, on va exécuter peut-être 2 ou 3 lignes du shellcode et boum, juste après, tout le reste va être ignoré. On verra ça aussi en détail par la suite, ne vous inquiétez pas. Alors, une fois qu'on a éliminé les bit child, parce que là, il s'agit d'identifier ces bit child et de les éliminer. Donc là, on va essayer d'identifier les droits des différents modules. Donc, identifier les droits des différents modules, ça veut dire quoi? On va essayer de voir quels sont les modules qui s'exécutent en mémoire et qui ont une protection plus ou moins faible pour voir comment on pourra les exploiter ou les contourner. Donc, sur Immunity Debugger, on peut utiliser des scripts pour faire ça.
Ou bien il y a le script monad.py, donc c'est un script Python qui permet tout simplement d'identifier les modules vulnérables dans chaque module exécutable. Donc, les phases de génération de shellcode et son injection, on les verra en détail en TP parce que ça va être trop de blabla là durant le cours. Et c'est des choses que je suis sûr que vous n'allez pas retenir. C'est parce que généralement, pour la plupart du temps, c'est des commandes qu'on va voir sur Metasploit, soit des shellcodes que vous allez développer manuellement. Alors, généralement, il y a certains outils qu'on va utiliser pour détecter ou bien pour exploiter ces buffer overflow. Alors, nous avons OliDBG, qui est l'outil principal qui est le plus largement utilisé. Vous avez un autre outil qui s'appelle IDA. Bon, IDA, malheureusement, il est, désolé du terme, mais très chiant à utiliser. Alors, il y a une version piratée par les Nord-Coréens qui est disponible, que vous pouvez difficilement trouver sur Internet, mais qui cause énormément de ralentissement. Donc, votre machine va vraiment être très lente à utiliser et ça va vraiment retarder votre travail de rétro-ingénierie que vous allez faire. Donc, le travail de debugging sera vraiment retardé, surtout si vous allez faire de l'exécution sur un grand code. Pour cela, on vous recommande surtout d'utiliser OliDBG, qui est un analyseur niveau assembleur qui va vous faire carrément un traçage dynamique de la trame de pile et il va vous permettre de simuler l'exécution de votre programme, d'enregistrer les arguments, les fonctions, d'essayer même de modifier certaines fonctions, de faire tout ce que vous voulez. Vous avez maintenant d'autres outils que vous pouvez utiliser. Bon, personnellement, que je n'utilise pas trop. Vous avez Bov, STT, Splint, Q1, Flow Finder ou bien Veracode. Alors, comment se défendre contre les buffer overflow? Alors, il faut d'abord développer des programmes en respectant les guides et bonnes pratiques de développement de sécurité. Il faut savoir que c'est une recommandation qu'on fait tout le temps et que les développeurs ne prennent jamais en considération. Tout simplement parce qu'un développeur s'est pressé de développer, de donner un résultat, etc. Et tout le reste, ça l'intéresse pas. Alors, il faut utiliser aussi les techniques ASLR, donc ce qu'on appelle les Address Space Light Randomization. Il va falloir valider des arguments et minimiser les codes nécessitant des privilèges root. Il va falloir réviser votre code via des analyses statiques et dynamiques du code source. Autoriser vos compilateurs à borner les buffers, parce que généralement les développeurs ont tendance à désactiver ça pour avoir la vie plus facile. Et évidemment, implémenter des contrôleurs de borne automatiques, chose que les développeurs ne feront jamais. Finalement, les gens qui font de la sécurité, leurs pires ennemis, c'est les développeurs. En même temps, vous allez essayer de protéger vos pointeurs de retour dans la pile, interdire l'exécution du code en dehors de l'espace qui lui est alloué, patcher régulièrement vos OS et vos applications. Alors, l'ASLR, on va en parler tout à l'heure. Faire des inspections de code de manière manuelle en utilisant des checklists afin de vous assurer que le code respecte certains critères. Utiliser les DEP pour marquer certaines zones mémoire et surtout implémenter et vérifier l'intégrité de l'exécution des données pour détecter si un pointeur a été corrompu ou bien s'il a été modifié avant qu'il ne soit référencé. Alors, je vois que Delia a posé deux questions, l'ASLR et concernant ASLR et DEP. Vu que j'ai apparemment 18 génies qui savent c'est quoi et qui n'ont pas jugé utile de poser la question, alors, qui peut me répondre c'est quoi l'ASLR? Alors, nous allons commencer par M. Swag. C'est quoi un ASLR, M. Swag? Vous ne savez pas. Probablement que Teptob le sait. Monsieur Teptob. Presque, c'est presque ça. Hamadash. Oui, monsieur. ASLR.
c'est exactement ce qu'a dit Farouk. C'est une technique d'allouer un espace mémoire. C'est qui Farouk? Pas celui qui a écrit maintenant la réponse. Ah, non. D'accord, je n'ai pas vu celui-là. D'accord. Sans l'ASLR, comment se faisait l'allocation mémoire? Effectivement. Non, ce n'est pas forcément du FIFO-LIFO. Le FIFO-LIFO reste toujours de vigueur quand on parle de pile. Alors, il faut savoir que quand on parle d'ASLR, l'idée c'est quoi? Il faut savoir que quand j'exécute un programme à plusieurs reprises, le programme va toujours utiliser les mêmes adresses en mémoire. Vous allez voir tout à l'heure quand on va essayer de faire du debugging de certains programmes, que si j'exécute le programme sur ma VM, vous allez l'exécuter sur votre VM et d'autres personnes sur leur VM, on va avoir les mêmes adresses au niveau des segments mémoire. Tout simplement parce que l'ASLR n'est pas implémenté. Si on avait une implémentation ASLR, on aurait remarqué que chez moi, il va être, comment dirais-je, uploadé en mémoire à une adresse X, chez, par exemple, Delia à une adresse Y, chez Tubtob à une adresse Z, chez l'Arabie à une adresse Y, ainsi de suite. Donc, chaque personne aura une adresse différente. Et même à mon niveau, entre l'exécution 1 et l'exécution 2, il va y avoir des adresses différentes à chaque exécution mémoire. Cette technique va permettre la protection contre le buffer overflow. Pourquoi? Parce que moi, quand je vais faire mon analyse d'un code, je vais prévoir un shellcode pour pouvoir récupérer mes adresses de retour, etc. Mais si, lorsque je le relance l'application ailleurs, ce ne sera plus les mêmes adresses. Donc, mon shellcode ne pourra fonctionner qu'une seule fois. Donc, il ne pourra pas être efficace contre l'approche traditionnelle d'exploitation des buffers overflow. Alors, la deuxième question, c'était par rapport au DEP, la Data Execution Prevention. Alors, qui a une idée sur c'est quoi le DEP? C'est pas du read-only, non? Alors, il faut savoir que le DEP, c'est une technique qui a été déployée sur pas mal, comment on appelle ça? Pas mal d'OS, qui permet tout simplement d'éviter d'endommager vos machines, bien vos systèmes, contre les virus ou bien contre tout type d'attaque. Donc, comment maintenant elle peut permettre la protection de votre système? Tout simplement en mettant en place un processus de validation, donc de l'exécution d'un programme. Ça veut dire à chaque fois qu'il y a une action malveillante qui risque de s'exécuter ou bien un programme qui va s'exécuter, qui va toucher à certaines zones de la mémoire qui sont référencées comme étant non exécutables ou non autorisées, il va y avoir un arrêt automatique de ces segments de la mémoire, tout simplement. Donc, automatiquement, le programme sera arrêté. Pourquoi? Parce qu'il a bypassé la zone autorisée pour aller vers une zone qu'on a déjà référencée comme étant une zone qui ne doit pas contenir un exécutable. Il faut savoir ce qui est bien avec les DEP, c'est que ce n'est pas permanent, dans le sens où je lance un programme X, pour le programme X, il va marquer des zones comme étant non exécutables. À la fin du programme X, ces zones seront démarquées. Lors du lancement d'un autre programme, il y aura d'autres zones qui vont être marquées comme étant non exécutables pour ce prochain programme.
Est-ce que c'est clair, Delia? Alors, maintenant, quels sont les types de buffer overflow que vous connaissez? Alors, on avait vu, celui qu'on a vu en détail, c'est ce qu'on appelle le stack buffer overflow. Donc, quand on parle de stack buffer overflow, ça veut dire que c'est un buffer overflow qui va se faire au niveau de la pile. Donc, c'est le type d'attaque le plus courant et qui va impliquer qu'il va y avoir un débordement de tampons au niveau de la pile d'appel. Donc, la pile d'appel, c'est celle où on est en train de faire tout simplement nos appels de programme ou de procédure. Il faut savoir que de manière générale, les ordinateurs reposent sur deux modèles d'allocation de mémoire. Alors, nous avons le modèle d'allocation appelé pile, ce qu'on appelle le stack, et le modèle d'allocation appelé heap. Donc, ces deux modèles vont cohabiter au niveau de la RAM de vos machines. Donc, actuellement, sur vos machines, il y a certains programmes qui sont alloués au mode stack, d'autres qui sont alloués au mode heap. Alors, le mode stack, c'est un mode qui est organisé pour contenir des informations dans un modèle LIFO. Donc, last in, first out, tel que vous avez vu tout à l'heure, enfin la dernière fois. Dans une pile, on va empiler. Donc, le dernier arrivé, c'est le premier servi. Par contre, le modèle heap, c'est un pool désorganisé de mémoire. Donc, ça veut dire qu'en d'autres termes, on ne sait pas qui sera utilisé en premier. Ça ne veut pas forcément dire que le dernier arrivé, ce n'est ni du LIFO, ni du FIFO. Donc, les données ne vont ni rentrer, ni sortir dans un ordre particulier. Maintenant, étant donné que l'accès à la mémoire à partir de la pile est beaucoup plus rapide que l'accès à partir d'un heap, le heap est généralement réservé à des usages particuliers. Généralement, on va le réserver uniquement pour la gestion des données volumineuses ou des données qu'un programmeur a souhaité gérer en utilisant le heap de manière très explicite. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle du heap et du stack? Parce que nous avons le stack overflow et nous avons aussi le heap overflow. Alors, le heap overflow, c'est tout simplement une attaque qui ressemble au stack overflow. Seulement, à ce niveau-là, on va cibler les données qui sont dans le pool mémoire connu sous le nom de heap. Ça veut dire, au niveau du heap, on va allouer un espace dans lequel sera mise la donnée. On va essayer de déborder ce heap pour essayer d'aller vers d'autres segments de la mémoire. C'est plus compliqué à mettre en place que le stack overflow, tout simplement parce qu'on ne sait pas où la donnée va être mise, quel est son ordre d'exécution, etc. Maintenant, parallèlement à ça, nous avons aussi deux autres types de buffer overflow. Nous avons ce qu'on appelle l'integer overflow. Dans ce cas-là, on va faire un débordement sur un entier. Donc, ça veut dire quoi? On va faire une opération arithmétique dont le résultat va aboutir à un entier, donc un nombre entier qui est trop grand pour être stocké dans la variable de type entier. Imaginez que dans le programme, ils ont déclaré une variable de type entier. Il faudra qu'on s'arrange pour que le résultat affecté à cette variable soit supérieur à la valeur que peut supporter la variable de type integer. Le dernier type de overflow, c'est ce qu'on appelle le Unicode overflow. Alors, il faut savoir que généralement, il existe pour le codage des caractères au moins deux normes. Il y a la norme ASCII et la norme Unicode. Alors, ces deux normes vous permettent de faire quoi? Ils vont permettre de représenter du texte sur vos écrans. Par exemple, la lettre A est représentée par le caractère 97, le A minuscule, 97 en ASCII. Le A majuscule, c'est 41. Alors que les codes ASCII, ce qu'ils ont comme faiblesse ou bien limitation, c'est qu'ils ne couvrent que les caractères latins, donc les caractères des langues occidentales, donc les caractères latins. C'est pour cela qu'il y a eu la création des caractères Unicode, la norme Unicode. Pourquoi? Pour tout simplement créer des caractères pour toutes les autres langues écrites sur Terre, soit pour le chinois, le japonais, l'arabe, le thaïlandais, etc. Donc, toutes ces autres lettres qui ne figurent pas dans les codes ASCII sont prises en charge par ce qu'on appelle les caractères de type Unicode.
Il faut savoir que l'Unicode sont des caractères plus grands que les plus grands caractères ASCII, donc en termes de taille. C'est pour cela, quand on veut faire un Unicode overflow, on va créer un débordement de tampon en insérant des caractères Unicode dans une entrée qui s'attend à recevoir des caractères ASCII. Vu que c'est des caractères plus complexes, donc ils ont une taille plus importante, donc j'ai une variable qui reçoit de l'ASCII, je mettrai à l'intérieur de l'Unicode, et là je vais créer un Unicode overflow. Est-ce que c'est clair pour les 4 types de buffer overflow? Je ne sais pas si c'est vous qui avez une réactivité proche de 0 ou bien si c'est la connexion qui est super lente. Là-dessus, on n'a pas encore lancé les machines virtuelles. Alors, la question que je vous pose, tout ça c'est de la théorie. Qu'en est-il de la pratique? Donc, dans la réalité, est-ce que c'est aussi facile de faire les choses? Pourquoi non? Expliquez-nous un peu les choses. Pourquoi ça devient plus compliqué que les trucs théoriques qu'on vient de voir? D'accord? On n'a pas trop d'infos sur les programmes. Quoi d'autre? Mais bon, on n'a pas trop d'infos sur les programmes, mais nous avons ce qu'on appelle les débuggers. Donc, ils vont nous permettre de faire de la rétro-ingénierie, donc du debugging, et d'avoir le code assembleur d'un programme pour essayer de deviner en quelque sorte ce qu'il y a dans le programme. Il faut identifier les points d'entrée. Oui, mais si vous avez une application, vous connaissez les points d'entrée de l'application parce que vous l'utilisez. Vous avez un exécuteur. Alors, il faut savoir que le problème se trouve ailleurs, en quelque sorte. Comme on l'a toujours dit, la sécurité, ça a toujours été une course perpétuelle. Alors, une course perpétuelle entre qui et qui? Entre les attaquants et les défenseurs. Alors, il faut savoir qu'avec Windows XP, SP1 et SP2, c'était très simple de faire du buffer overflow, c'était le stack overflow qui fonctionnait de manière magnifique. Par la suite, Microsoft ils ont sorti Windows Vista, le pack SP3, et là ils ont rajouté des mécanismes d'exploitation, donc plutôt des mécanismes de protection. Donc là, il fallait avoir d'autres techniques d'exploitation. Donc pourquoi? Parce qu'ils avaient mis le SEH en place, ils avaient mis le Safe SEH. Il y a eu d'autres techniques d'exploitation plus évoluées. Donc il y a eu Windows 7, 8, 10 qui, eux, ont déployé des mécanismes de protection tels que le NX et le DEP. Donc là, il fallait encore trouver d'autres techniques. Sur Windows 2003-2008, par exemple, il y avait le ASLR qui était implémenté. Sur Linux, par exemple, il y avait ce qu'on appelle les stack cookies, sans parler des canaries, etc. Donc tout ça, c'est chaque fois qu'il y a un nouveau système, il y a de nouveaux mécanismes de protection adaptés à ce système. Donc il faut trouver d'autres techniques plus complexes pour faire du buffer overflow. C'est pour ça que dans la réalité, le buffer overflow n'est pas aussi facile que ça à mettre en place. Ceci n'empêche pas que les techniques qu'on est en train de donner ici, c'est des techniques qui sont utilisées au niveau des OS. Ceci n'empêche pas qu'il y a énormément, je dis bien énormément, d'applications très, très vulnérables qui se trouvent sur Internet. C'est des applications commerciales, vendues, etc. Alors, l'année passée, comme projet, entre autres, les étudiants devaient tout simplement trouver une application commerciale sur Internet et l'exploiter. Ils étaient 50 dans la section, ils ont trouvé 50 applications vendues qui étaient vulnérables au buffer overflow et qu'ils ont pu exploiter par eux-mêmes. Pour vous donner un peu une idée sur le fait que, bien qu'il y a des mécanismes de protection, mais il y a toujours des techniques d'exploitation qui existent. Certes, elles sont de plus en plus compliquées, mais elles sont toujours là. Bon.
On a fait trop de théorie. S'il vous plaît, ouvrez vos machines virtuelles. Dès que c'est fait, faites-moi signe, s'il vous plaît. Dès que vous êtes au même stade que moi, faites-moi signe. Bon, normalement, vous êtes censé être au même stade parce que je vous en ai parlé, ça fait un bon bout de temps. Alors, Toptop, c'est fait. Alors, Hamadash, vous en êtes où? D'accord. Delia, vous avez accès à la machine virtuelle ou non? Ah, fait. Ah, magnifique. OK. Alors, ce que vous allez faire, vous allez aller vers votre poste de travail. Oula, c'est super mentionné. Ça va. Ensuite, vous allez vers Outils, Options des dossiers, Affichage, et vous allez les cliquer Afficher les dossiers et les fichiers cachés. Parce qu'il y a des fichiers cachés auxquels on aimerait bien avoir accès. Ah, d'accord, je sais. Bonne nouvelle pour vous. Ah, c'est vrai, votre PC de bureau, il est bon. Donc, une fois que vous avez cliqué ici, vous appuyez sur OK pour valider. Alors, une fois que c'est fait, vous allez ouvrir votre partition TrueCrypt, aventure.tc. Donc, normalement, vous avez le mot de passe. Et vous allez voir qu'il y a un fichier compressé qui s'appelle source-sec.app qui va apparaître. Vous devez le décompresser, s'il vous plaît. Dès que vous aurez décompressé le fichier source sécurité applicative, faites-moi ça, s'il vous plaît. Alors, le volume a monté.
Vous allez le trouver dans le fichier. Attendez. Vous allez le trouver au niveau du C, C'est bon, monsieur, je l'ai trouvé. Merci. Merci. My Tools, etc. C'est aventure.tc. Merci. Bon, une fois que vous êtes à ce niveau-là, vous allez faire Extract here. Alors, est-ce que tout le monde a pu le décompresser? Lucie, vous en êtes où? Vous avez décompressé? Donc, vous avez accès à ça, c'est bon? Oui. OK. Les autres, est-ce que tout le monde a décompressé? Monsieur Tounsi, est-ce que c'est bon pour vous? Ben non, il faut décompresser. Voilà. Alors, mot de passe. Lucie, vous pouvez leur donner le mot de passe, puisque vous l'avez fait. Non, ce n'est pas le bon mot de passe. Ça, c'est le mot de passe de la partition. Moi, je vous parle du mot de passe du fichier compressé. À vrai dire, je ne l'ai jamais donné ce mot de passe. C'est pour ça que je me... Voilà. 1, 2, 3 soleil. Certaines personnes l'ont capté pendant que j'étais en train de le saisir. Oui, je vous ai demandé seulement le mot de passe que vous avez utilisé pour décompresser le fichier. Finalement, Mellah l'a donné. C'est 1, 2, 3 soleil. C'est bien, vous êtes observatrice, vous aussi. Alors, soit le programme suivant. Alors, qui peut me dire ce que fait ce programme? C'est un programme en C tout à fait anodin. Alors, qui peut m'expliquer le fonctionnement de ce programme? Monsieur Mellah, que fait ce programme?
il est affiché, il est simple, vous pouvez le lire. Je ne vous demande pas de l'exécuter, je vous demande de lire et de me dire ce qu'il fait. Monsieur Zafo, non, vous n'a pas du tout entendu aujourd'hui. Que fait le programme qui est affiché à votre écran? Ah bon? Où est-ce que vous voyez un buffer overflow? Il ne fait aucun buffer overflow. C'est un programme, tout ce qu'il y a d'ordinaire, mais quelles sont ses fonctionnalités? Qu'est-ce qu'il fait? Ce n'est pas parce qu'on est en train de faire un cours sur les buffer overflow que je vais vous donner un premier programme qui fait un buffer overflow. Monsieur, dans la fonction 1, il y a int I1 ou la IL? I1. I1, ok. Alors, on va essayer d'analyser ce programme ligne par ligne. L'exécution, évidemment, il va commencer à partir de là. Bon, le reste, c'est des allocations. Donc, la première chose qu'on va faire, on va déclarer un pointeur sur une chaîne de caractères qui va recevoir la chaîne main function. Ensuite, on va déclarer une variable de type entier qui va recevoir le chiffre hexadécimal AABBCCDD. Ensuite, on va appeler la fonction 1 avec une valeur qui est le 0x 11 22 33 44. La fonction int, elle va faire quoi? Elle va déclarer une variable locale f1 qui est un pointeur sur une chaîne de caractères qui s'appelle function1. Ensuite, elle va déclarer un entier auquel elle va affecter une valeur. Ensuite, elle va retourner return 1. Elle va retourner l'argument. Le programme va se terminer. Donc, c'est un programme Donc, le programme, il est vraiment rudimentaire comme programme. Il ne fait aucun mal et c'est un programme tout à fait bénin, disons. Ce n'est pas un programme malicieux. Alors, ce que vous allez faire maintenant, vu que vous avez des... Comment on appelle déjà ça? Décompressé source sécurité. Ah, tiens, je n'ai pas décompressé. Ah, bizarre. Où est-ce que j'ai décompressé? Attendez, je ne me rappelle plus où est-ce que j'ai décompressé mon programme. Mais je pense que j'ai décompressé aussi. Non. Bon, j'ai refait la décompression. Donc, pour pouvoir voir ce que fait ce programme, il suffira tout simplement de le compiler et de l'exécuter. S'il vous plaît, enlevez uniquement la propriété read-only et la propriété cachée pour l'ensemble des programmes qu'il y a dans le dossier que vous avez décompressé, afin qu'ils redeviennent visibles. C'est tout. Donc, quand on va essayer de faire du reverse de ce programme, il faut toujours se mettre en tête, quand on fait du reverse engineering, on ne dispose jamais du code source. C'est pour cela qu'on va travailler avec des binaires. Comme c'est la première fois que vous allez le faire, c'est pour ça que je vous ai présenté le code source avant qu'on commence à faire quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on va avoir besoin d'un debugger. Un debugger va vous permettre de lancer le programme tout en inspectant la mémoire, l'état des différents registres, on les a vus au début de cours, la pile et toutes les variables d'environnement dont vous allez avoir besoin.
Donc, nous, on va essayer de travailler avec Immunity Debugger qui supporte de nombreux scripts que nous allons utiliser par la suite. Sans oublier qu'il existe pas mal de documentation là-dessus que vous allez pouvoir utiliser dans le cas où vous en allez avoir besoin par la suite. Donc, ouvrez votre dossier. Vous allez trouver un fichier qui s'appelle stackdemo. Attendez. Voilà. Stackdemo.zip. Essayez de le décompresser, s'il vous plaît. Vous allez avoir un exécutable qui s'appelle stackdemo.exe. Dès que vous avez votre stackdemo.exe, faites-moi signe, s'il vous plaît. Une fois que c'est fait, ouvrez votre Immunity Debugger. On exécute stack démo. Non, c'est pas la peine. Vous allez l'ouvrir avec Immunity Debugger. Il faut installer Immunity Debugger en fait. J'avais oublié de vous demander de l'installer. Vous allez le trouver dans My Tools, dans le dossier reverse. On ne va pas utiliser WinDBG, on va utiliser directement Immunity Debugger.
Alors, Swag a fini l'installation des Unity Debugger, le reste. Oui, c'est Bon. fait. Une fois que c'est fait, vous le lancez, s'il vous plaît. Vous allez avoir un truc super moche à l'écran. Faites File, Open. Et vous ouvrez tout simplement votre fichier stackdemo.exe. Alors. Dès que vous arrivez à cet écran, s'il vous plaît, dites-moi que c'est bon pour que je commence à vous expliquer ce qui s'affiche déjà sur vos écrans. Il faudra déjà que vous compreniez c'est quoi l'outil, comment il fonctionne. Ensuite, on va commencer. Alors, j'ai deux personnes qui sont prêtes, les autres. Hadjo, c'est bon. Oshfawi, c'est bon. Swag, c'est bon. Lucie, est-ce que c'est bon? Pourtant, vous avez une bonne machine. Oui, vous avez une bonne machine, bien oui, vous avez fini. Les deux, ok. Dria, est-ce que c'est bon? Là. Omar, c'est bon. Alors, Omar, la dernière fois c'était Bablouad. Aujourd'hui, vous faites penser au petit Omar Tadal Sbetal à Mohamed Dib. Bizarrement, enfin, bref. Alors, ce que vous remarquez, c'est que OliDBG est composé de 4 fenêtres principales. Alors, la première fenêtre que vous voyez ici, c'est le binaire de votre exécutable. Donc, c'est le code assembleur qui représente le programme que vous êtes en train de débugger. La fenêtre de droite, donc celle que vous voyez à ce niveau-là, c'est tout simplement les registres de votre système. Et donc là, vous allez avoir le registre AX, ECX, EDX, vous descendez plus bas, vous avez votre registre IP qui pointe sur stack démo, etc. Donc, vous avez l'ensemble de vos registres qui figurent à cette image. Alors, si on commence par... en bas, vous avez l'état de la pile, donc elle est à ce niveau-là. Même à ce niveau-là, on va rentrer dans les détails maintenant de chaque fenêtre. Alors, si on commence par la première fenêtre, alors vous remarquez qu'elle est composée d'un certain nombre de colonnes. Plus exactement, elle est composée de 4 colonnes. Je parle de la fenêtre qui est là. Alors, la première colonne de gauche, elle représente quoi? Elle affiche les adresses au niveau de la mémoire. Donc, c'est l'adresse à laquelle se trouve chaque instruction. Si je prends l'instruction AD par exemple, elle se trouve à l'adresse 0040 15 26. Vous allez remarquer que vous avez tous les mêmes adresses. Pourquoi? Parce que le mécanisme ASLR n'existe pas sur cette version de Windows. S'il y avait un ASLR, on n'aurait pas pu faire le TP ensemble parce que j'aurais eu des adresses, vous auriez eu d'autres adresses, ça aurait été compliqué de faire le travail. La deuxième colonne, donc celle que vous voyez à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle l'opcode. Alors l'opcode, ou bien appelé communément l'opcode, qui signifie le code opération. C'est ce que généralement le CPU exécute en réalité. Il faut savoir que le CPU ne comprend pas l'assembleur tel qu'on vous l'a toujours dit.
C'est vrai que c'est le langage de bas niveau et tout, mais pour le CPU, il traduit votre langage assembleur en opcode, donc en code operation. Donc, par exemple, vous avez le NOP qui est là, qui correspond au 90, le putsch qui correspond au 55, etc. Donc, chaque instruction est là un code qui lui correspond. Et généralement, un shellcode est écrit en opcode. Donc, c'est le langage que vous trouvez là, que vous allez trouver dans tous les shellcodes. La troisième colonne, donc celle qui est là, donc la colonne, elle, par contre, elle va contenir le langage ou le code assembleur. Il faut savoir que Infinity est un debugger dynamique. Qui dit debugger dynamique, ça veut dire que vous pouvez double-cliquer sur une instruction d'assembleur et vous allez pouvoir la modifier. Donc, vous avez la possibilité de modifier n'importe quelle instruction. Donc, si je double-clique par exemple ici, je vais pouvoir modifier cette instruction. Et le changement sera visible immédiatement. Et on va voir automatiquement comment le changement qu'on va opérer, nous, va s'appliquer sur ce programme. Ça veut dire, s'il est en cours d'exécution, ça veut dire qu'on est en train d'agir sur la mémoire haute. On ne va pas modifier le fichier exécutable. C'est-à-dire, en mémoire, on va modifier des instructions, modifier le programme et voir comment cette modification va agir sur l'exécution de ce programme. La quatrième colonne, donc c'est celle que vous voyez là. Bon, ma souris, elle est là. Alors, elle contient des commentaires. Par exemple, à ce niveau-là, le commentaire, c'est ASCII Function 1. Donc, les commentaires sont des commentaires rajoutés par le debugger d'Infinity, qui va essayer de deviner certains détails concernant les instructions. Et s'il va réussir, il va placer des détails dans des commentaires. Maintenant, si le debugger n'arrive pas à vous satisfaire, vous pouvez toujours supprimer ces commentaires ou bien écrire vos propres commentaires en double-cliquant dessus. Par exemple, si je vais remonter un peu, là, il est en train de m'expliquer comme quoi ça, c'est la fonction exit. Là, c'est le stack démo, une affectation. Là, c'est un interlock exchange, etc. Donc là, il est en train d'essayer. Alors, quand il vous met le trait, c'est pour vous dire c'est cet ensemble d'instructions qui correspond à tel commentaire. Bon, s'il vous plaît, à ce stade-là, dès que vous avez une question, vous m'arrêtez. N'attendez pas que j'avance pendant 5 minutes pour revenir sur un détail et me dire, monsieur, on n'a pas compris ceci, on n'a pas compris cela. Maintenant, la partie droite, donc celle-là, là où il y a les registres. Alors, là, vous avez l'affichage, comme je l'ai dit tout à l'heure, des registres processeurs et de leurs valeurs. Donc, la première partie va afficher, donc celle qui est là, elle va afficher des registres à usage général. Donc, tels que EAX, ECX, EDX, etc. Donc, c'est des registres qui contiennent des valeurs temporaires, ainsi que les registres qui sont utilisés pour contrôler le déroulement du programme. Donc, c'est à partir de ces registres qu'on contrôle tout le déroulement de notre programme. La sélection au milieu, donc celle qui est là, va contenir des registres d'indicateurs. C'est ce qu'on appelle les registres flag, que le CPU va modifier lorsqu'il y a des événements importants qui vont se produire dans le programme. Par exemple, s'il y a un débordement. La troisième section va contenir des registres utilisés lors de l'exécution d'opérations en virgule flottante. C'est-à-dire qu'on ne va pas trop les utiliser. Ensuite, il faut savoir que ces registres vont changer de couleur. Ils peuvent être noirs, ils peuvent être rouges, lorsqu'ils sont modifiés. Ce qui va faciliter pour vous la surveillance des modifications lorsque vous faites des manipulations sur votre programme. Maintenant, vous avez toujours la possibilité de modifier n'importe quel registre et de changer sa valeur. Il suffit toujours de faire un double-clic sur le registre. Par contre, vous avez aussi la possibilité de suivre une valeur stockée dans un registre. Par exemple, j'ai un registre, j'ai mis une valeur dedans. Je veux voir quel est l'acheminement de cette valeur. Il suffit uniquement de cliquer dessus avec le bouton droit et de faire sélectionner suivre dans la mémoire. Donc, vous allez voir le déplacement de cette valeur un peu partout au niveau de la mémoire. Maintenant, la partie qui est en bas, ce qu'on appelle la partie dump. Donc, à ce niveau-là.
Alors, cette partie va afficher une vue hexadécimale de la totalité de votre programme. Elle aussi, elle se décline, si vous remarquez, en 3 colonnes. La première va montrer les adresses. La seconde va montrer les caractères hexadécimaux qui se trouvent à cette adresse. Donc là, c'est les caractères hexadécimaux qui sont à cette adresse. Et la troisième colonne va représenter le code ASCII des données. Donc c'est la valeur ASCII de ce qu'il y a là. Donc ça, c'est l'interprétation de ça uniquement, qui se trouve à l'adresse qui est là. On peut toujours chercher n'importe quelle valeur d'MP en cliquant dessus avec le bouton droit et en sélectionnant Search for. Search for binary string. Et je lui demande de me trouver n'importe quelle valeur au niveau de la mémoire concernant le programme. Il faut savoir que ce qu'il y a dans la partie dump, c'est uniquement le segment utilisé par votre programme, ni plus ni moins. Alors, la partie droite, celle que vous voyez à ce niveau-là, attendez. Donc, à ce niveau-là, c'est proprement dit votre stack, donc votre pile. C'est l'emplacement de la mémoire auquel pointe le registre ESP. Donc, ESP est toujours affiché en haut de la fenêtre de pile. Donc, à ce niveau-là, vous allez avoir votre ESP. Si vous voulez vérifier, montez vers les registres généraux. Donc, à ce niveau-là, vous avez la valeur du registre ESP qui est 0022FFC4. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à la voir chez vous. Donc, au niveau de la fenêtre droite haute, vous avez la valeur de ESP. Si vous remarquez dans la fenêtre qui est en bas, donc à droite en bas, l'adresse 022FFC4, c'est le sommet de pile. C'est pour ça qu'on vous dit toujours que ESP va pointer vers votre sommet de pile. Donc, à ce niveau-là, c'est le haut de notre pile. Et c'est toujours le cas. De la même manière, même cette fenêtre est divisée en 3 colonnes. Donc la première montre l'adresse, la deuxième montre les données qui sont situées à cette adresse. Ça, c'est les données. Et la troisième contiendra des commentaires. Donc on peut toujours modifier les données qui se trouvent dans la pile en faisant un simple double-clic sur n'importe quelle donnée qui est au niveau de la pile. Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant de quoi est composé Immunity Debugger? Est-ce que tout le monde a compris ce qui est affiché à son écran? D'accord. Donc, dorénavant, quand je vous dis allez vers la fenêtre de dump, allez vers la pile, donnez-moi la valeur de tel registre ou allez vers telle instruction de votre programme qui a telle adresse, vous saurez où regarder. Pour aujourd'hui, c'est ce qu'on va s'arrêter là. Donc, le but, c'était uniquement de vous familiariser avec Immunity Debugger, que vous sachiez ce qu'il y a dans chaque partie. Comme ça, à partir de la prochaine séance de cours, pas de TP, parce que le prochain TP sera réservé aux injections SQL. On doit avancer dans les injections SQL parce que la dernière fois, vous n'avez pas fait grand-chose. Normalement, maintenant, vous avez tous vos machines. Elles sont opérationnelles. Donc, on va